Au milieu d'une vallée verdoyante couverte d'arbres, la capitale Caracas fut autrefois l'image miniature d'une prospérité tropicale. Mais le pétrole, cette ressource qui avait hissé le Venezuela au rang de puissance énergétique de l'Amérique latine, s'est finalement transformé en une malédiction douloureuse. Le rêve d'un Arabie saoudite de l'Occident s'est brisé, ne laissant derrière lui qu'une économie estropiée et un système pourri, incapable de se relever. La mort d'Hugo Chavez a marqué le moment où la décomposition d'un appareil déjà fragile de l'intérieur est apparue au grand jour. Sous la main du président Nicolás Maduro, le Venezuela est rapidement passé du statut de modèle régional à celui d'un reflet de la Corée du Nord des Caraïbes. La faim, l'exode massif et la violence généralisée ne sont plus de simples statistiques froides, mais le cri d'une société désespérée. Le 3 mai 2026 a marqué un tournant terrifiant. Nicolás Maduro a été capturé à Caracas par les forces spéciales américaines lors d'une opération militaire éclair. Ce fut un coup mortel, mettant fin à un régime qui survivait grâce à la fraude électorale, à la répression des droits humains et à la manipulation d'un système de contrebande de drogue à l'échelle continentale. Pourtant, la chute de Maduro ne signifie pas la fin, ce n'en est que le premier chapitre d'une période d'incertitude. Alors que le centre de pouvoir du chavisme s'effondre, le destin de l'armée de l'opposition et même l'orientation stratégique des États-Unis dans la région se retrouvent face à des questions vitales. Le Venezuela, pays autrefois le plus riche d'Amérique du Sud, doit désormais trouver la voie pour sortir de l'une des pires catastrophes humanitaires du XXIe siècle. Mesdames et messieurs, surnommé autrefois le millionnaire des Amériques, le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole du monde, dépassant même la Russie et l'Arabie saoudite. Entre 1960 et 1980, le pays a connu un âge d'or éclatant, de larges avenues luxueuses, des gratte-ciel par milliers et une culture florissante comparée à l'Hollywood des Caraïbes. Avec un revenu par habitant qui a un temps rivalisé avec celui de la Norvège, le Venezuela était le symbole de la prospérité en Amérique latine. Le grand tournant historique survient en 1973, lorsque la crise énergétique mondiale fait exploser le prix du pétrole. Détenant cet or noir, le Venezuela décide de nationaliser l'ensemble de l'industrie pétrolière en 1975 et de créer la Compagnie pétrolière nationale, instrument de contrôle financier crucial du pays. Résultat, chute nette du chômage boom des investissements d'infrastructures, et Caracas devient l'une des villes les plus agréables à vivre de la région. Mais cette prospérité extraordinaire a aussi semé les graines de la tragédie. Au lieu d'utiliser les ressources pour diversifier l'économie, l'État mise tout sur le pétrole et étend dépenses et subventions jusqu'à l'irrationnel. L'ivresse du pétrole transforme le pays en géant au pied d'argile. Et lorsque les prix chutent, le rêve d'une Arabie saoudite de l'Amérique se fissure, ouvrant une chaîne d'effondrement irréversible. Les années 1980 et 1990 deviennent une période sombre. Le Venezuela tombe du sommet au précipice sous la présidence de Carlos Andrés Pérez. Le pays continue de déverser l'argent du pétrole dans un État-providence illusoire, avec des taxes d'exportation d'une faiblesse inédite et des projets gigantesques peu efficaces. Une illusion de prospérité éternelle s'installe. Mais lorsque le prix du pétrole s'effondre, la réalité brutale apparaît, une économie vide et une dette publique écrasante. En 1983, le choc de la dévaluation du bolivar retentit comme une alarme violente. Pourtant, au lieu de réformer le pouvoir, s'enfonce dans une spirale d'endettement misant sur un retour des cours. Le point culminant de la crise survient en 1989, lorsque des mesures d'austérité mises en œuvre tardivement et sans préparation déclenchent l'explosion du Caracazo, transformant Caracas en bain de sang. Des centaines, être des milliers de personnes meurent sous les balles de l'armée, brisant toute illusion d'ordre. D'une société autrefois décrite comme classe moyenne, stable et pleine de promesses, le Venezuela entre dans les années 1990, épuisé, désorienté. La structure politique ne s'effondre pas encore en apparence, mais la confiance populaire est déjà épuisée. C'est dans ce contexte chaotique qu'en 1992, un groupe de jeunes officiers tente un coup d'État, un échec, mais qui laisse une empreinte profonde. L'image du lieutenant-colonel Hugo Chavez, chef de l'insurrection, apparaissant à la télévision pour assumer la responsabilité et appeler ses soldats à déposer les armes, le propulse rapidement comme symbole d'un nouvel espoir. C'est cet instant qui fait de Hugo Chavez une star politique. Après avoir été amnistié, il entreprend un voyage déterminant à Cuba, où Fidel Castro l'accueille comme un chef d'État. Pour l'Havane, Chavez n'est pas seulement un allié idéologique potentiel, mais aussi
un distributeur automatique de pétrole capable d'aider Cuba à traverser la crise post-soviétique. Cette rencontre jette les bases d'une relation stratégique entre deux régimes et redessine la carte politique régionale. De retour de Cuba, Chavez entre en politique avec un style populiste puissant. Il utilise une rhétorique tranchante, la langue des pauvres, attaque les élites traditionnelles et attise l'aspiration au changement. En 1998, il remporte une victoire éclatante à l'élection présidentielle. Dès son arrivée au pouvoir, Chavez lance une réécriture de la Constitution, s'octroie des pouvoirs élargis et devient un symbole de l'anti-impérialisme, notamment alors que les États-Unis s'enlisent au Moyen-Orient. La force de Chavez est intimement liée au pétrole. Après la tentative de coup d'État de 2002, il purge les technocrates de la Compagnie pétrolière nationale du Venezuela et les remplace par des fidèles. Sous son règne, cette compagnie devient un instrument politique, utilisant le pétrole pour acheter des soutiens à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand le prix du pétrole grimpe, le Venezuela finance largement des pays alliés, investit dans des programmes sociaux et distribue des avantages pour consolider le pouvoir. Mais derrière cette façade brillante, la décomposition progresse. Donner du pouvoir à des responsables incompétents fait enfler la compagnie pétrolière nationale de manière désordonnée jusqu'à en faire un foyer massif de corruption. Au lieu de se diversifier, l'économie vénézuélienne devient encore plus dépendante du pétrole. La crise énergétique de 2009 constitue le premier avertissement d'une perte de contrôle. Quand Hugo Chavez meurt en 2013, il laisse un système gravement affaibli et un fardeau immense à son successeur, Nicolás Maduro. Ce dernier est moins charismatique et moins solide politiquement que son prédécesseur, choisit d'entretenir l'image de Chavez comme une religion politique pour masquer sa propre impuissance. Mais lorsque le prix mondial du pétrole chute en 2014, toute l'illusion de prospérité s'effondre. Le Venezuela entre alors dans une spirale de crise totale. Au lieu de réformer, le gouvernement Maduro imprime massivement de la monnaie pour maintenir un appareil étatique hypertrophié, déclenchant une hyperinflation sans précédent. Le bolivar s'effondre, rendant le contrôle des prix absurde. Les marchandises disparaissent des supermarchés, le marché noir s'impose et la population est poussée au désespoir. Bien qu'il possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, le Venezuela tombe dans un paradoxe douloureux, envisager d'importer du pétrole. L'industrie pétrolière, jadis pilier économique, devient un fardeau à cause de coûts d'extraction élevés et d'une gestion inefficace. Le régime Maduro, au lieu de corriger ses erreurs, approfondit un système de corruption. Le mécanisme de double taux de change devient un terrain fertile pour les groupes privilégiés. Ils manipulent les devises et siphonnent des dizaines de milliards de dollars du trésor public. Dans ce système, les proches du pouvoir peuvent acheter des dollars à bas prix et profiter de l'écart de change. Pendant ce temps, la population s'enfonce dans la pauvreté, incapable d'accéder aux biens essentiels. La notion de prix équitable devient une plaisanterie amère et la vie des citoyens est échangée contre la loyauté politique. La nourriture et les médicaments deviennent des instruments de contrôle social, les fidèles reçoivent l'aide, les opposants sont abandonnés. Sous Nicolás Maduro, le système politique vénézuélien glisse vers une dictature complète. Quand l'opposition remporte une victoire majeure aux législatives de 2015, Maduro refuse d'accepter le résultat et crée une assemblée constituante parallèle pour neutraliser le Parlement légitime. Par ce geste, il verrouille officiellement l'appareil d'État sans avoir besoin de chars dans les rues ni de loi martiale. Derrière les slogans de propagande, une réalité froide s'impose, la répression et la peur deviennent les outils centraux du pouvoir. Les manifestations sont écrasées par les forces de sécurité et des groupes paramilitaires pro-gouvernementaux, la liberté d'expression est étouffée et même la nourriture devient une récompense politique réservée à ceux qui affichent leur fidélité. Dans la misère, le bulletin de vote n'est plus un acte démocratique mais une condition de survie. Tandis que des responsables chavistes transfèrent discrètement leur fortune à l'étranger et achètent des biens de luxe en Europe et aux États-Unis, la population s'enfonce dans la pauvreté. Cette trahison flagrante pousse même de nombreux gouvernements de gauche, autrefois favorables à Maduro, à prendre leur distance en silence. La révolution, célébrée comme un modèle d'émancipation nationale, devient le symbole de la corruption et de la destruction sociale. Le régime Maduro tient grâce à 3 piliers le contrôle total des médias, l'usage de la violence sous forme déléguée et la gestion de la loyauté populaire par la manipulation de la nourriture. Quand le droit devient l'outil des gouvernants, toute contestation est éliminée et les civils deviennent les victimes directes d'un appareil pourri.
En 2018, la crise humanitaire explose et pousse plus de 3 millions de Vénézuéliens à quitter le pays. Dans ce contexte, Maduro organise une élection anticipée sous la supervision de l'Assemblée constituante pro-gouvernementale. Bien que plus de la moitié des électeurs boycottent le scrutin, il proclame une victoire écrasante. La communauté internationale rejette immédiatement le résultat, le qualifie de fraude flagrante et isole davantage le Venezuela sur le plan diplomatique. Début 2019, le paysage politique interne bascule lorsque Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale, se proclame président par intérim avec le soutien de nombreux pays occidentaux. Mais une réalité amère apparaît vite, sans l'armée, toute déclaration politique reste creuse. Ainsi, malgré l'appui des États-Unis et de l'Europe, il ne parvient pas à obtenir le pouvoir réel. Washington réagit en augmentant la pression et en imposant de nouvelles sanctions économiques. La production de pétrole brut principale, source de revenus, chute de plus de 3 millions de barils par jour à moins d'1 million. Dans la ruine financière des spéculateurs de Wall Street, profitent pour racheter la dette vénézuélienne à vil prix, comme l'illustre l'opération devenue célèbre de Goldman Sachs. Cependant, lorsque l'administration du président Donald Trump durcit les sanctions, notamment contre la compagnie pétrolière nationale, les canaux financiers occidentaux se ferment. Acculé, Maduro se tourne vers un autre partenaire, la Chine. Pékin injecte plus de 60 milliards de dollars sous forme d'investissements et de crédits en échange d'un accès direct aux immenses ressources pétrolières. Mais l'infrastructure technique trop dégradée rend le remboursement en pétrole quasiment impossible. La Chine se retrouve dans un dilemme: partir, c'est tout perdre. Rester, c'est porter un allié qui s'effondre. Peu à peu, son rôle évolue de créancier à superviseur. Elle envoie des ingénieurs pour gérer directement les champs pétrolifères et tenter de freiner la chute de production. Dans le même temps, pour maintenir le régime, la Chine ne fournit pas seulement des fonds, elle apporte aussi des technologies de surveillance et des équipements répressifs permettant à Maduro de conserver le contrôle social. Quand ni le pétrole ni les crédits de Pékin ne peuvent sauver l'économie, le régime Maduro se tourne vers une autre source de revenus à marge énorme, la drogue. Le tournant survient dès 2005, lorsque Hugo Chavez expulse la DEA, ouvrant la voie à la contrebande de cocaïne. Sous Maduro, la complaisance devient contrôle direct. Le pouvoir ne se contente plus de protéger, il opère une partie de la chaîne de la production au transport. L'implication directe du gouvernement de Nicolás Maduro dans le narcotrafic international déclenche une réaction mondiale. Les États-Unis offrent rapidement une récompense de 15 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation et recherchent plusieurs hauts responsables accusés de diriger un réseau transnational. Pendant ce temps, la Chine, partenaire stratégique, se retire progressivement. À partir de 2016, elle cesse d'approuver de nouveaux prêts et se tourne vers des marchés moins risqués. Quand les alliés et les revenus pétroliers s'effondrent les uns après les autres, le régime Maduro se retrouve paralysé. Un pays autrefois assis sur les ressources les plus riches du monde ne conserve plus qu'un héritage vide. Hyperinflation, liquidation des actifs nationaux, dirigeants recherchés à l'international, économie totalement isolée. Même la bouée de sauvetage de l'économie souterraine devient un piège qui resserre l'étau. La conséquence la plus visible du chavisme est l'effondrement total de la sécurité. Le Venezuela passe d'état pétrolier à base du crime transnational. Des organisations armées comme les FARC et l'ELN, ainsi que des cartels, profitent du vide de pouvoir et transforment campagne et frontières en champ de bataille en temps de paix. En 2014, le taux d'homicide atteint le plus haut niveau mondial. Le pays n'est plus une économie émergente, mais une machine à produire des réfugiés. Il exporte non seulement sa population, mais aussi des groupes criminels organisés comme le gang Tren de Aragua, perturbant la sécurité de toute la région. Le symbole le plus clair de la corruption de l'État est le cartel de Los Sol, un réseau de drogue dirigé par des généraux. Ce réseau n'enrichit pas seulement l'élite militaire, il devient aussi un mécanisme de fidélisation interne. Face à des preuves de plus en plus nettes, les États-Unis renforcent les sanctions et appellent la communauté internationale à reconnaître le Venezuela non seulement comme un État en faillite, mais comme une menace pour la sécurité mondiale. Pendant ce temps, le président Maduro, profondément lié à l'axe La Havane-Caracas, choisit la confrontation pour rester au pouvoir. Un nouveau tournant survient en 2022, lorsque la guerre entre la Russie et l'Ukraine bouleverse les marchés énergétiques. Face à la pénurie mondiale de carburant, le gouvernement américain doit revoir sa stratégie et même temporairement rétablir des contacts avec Caracas pour chercher des solutions énergétiques d'urgence. À l'intérieur du Venezuela, l'opposition finit par surmonter des divisions de longue date. María Corina Machado devient la figure centrale après avoir remporté plus de 93% à une primaire,
avec un message de libéralisation économique et de transformation profonde de la gouvernance. Elle devient rapidement le nouveau symbole de la vague démocratique. Machado affirme: le Venezuela ne manque pas de ressources, il manque seulement de dirigeants dignes de ce nom. Face au risque de défaite et à la perspective d'extradition, Maduro tente de raviver un vieux litige territorial, l'Essequibo région, riche en pétrole et en gaz, entre le Venezuela et le Guyana, espérant mobiliser un nationalisme de circonstance. Il organise un référendum et martèle le thème d'une souveraineté indivisible. Mais la manœuvre se retourne contre lui. L'électorat reste indifférent et la communauté internationale, y compris la Chine et les États-Unis, s'y oppose, craignant une instabilité menaçant les intérêts énergétiques. Lorsque la carte nationaliste échoue, le régime revient à sa stratégie habituelle, neutraliser l'adversaire politique. María Corina Machado est interdite de candidature. Puis Corina Lloris, choisie pour la remplacer, est elle aussi écartée. Dans ce qui ressemble à une concession, le pouvoir autorise un diplomate modéré à se présenter. Edmundo González Urrutia se lance, pensant que son profil discret ne provoquerait pas de choc, mais tous les calculs s'avèrent faux. González devient le point de ralliement de la colère antigouvernementale. Les sondages juste avant le scrutin du 28 juillet 2024 le donnent largement vainqueur, 60%, contre seulement 25% pour Maduro. Le soir de l'élection, le Conseil national électoral CNE, sous influence gouvernementale, annonce la victoire de Maduro avec 50 et 1% des voix sans fournir de preuves. L'opposition riposte en publiant plus de 80% des procès-verbaux originaux, prouvant qu'Edmundo González Urrutia est le véritable vainqueur. Sous la pression de l'opinion et des preuves de dépouillement, le pouvoir de Nicolás Maduro ne recule pas. Il lance au contraire une répression féroce, baptisée Opération Tuntun, visant des figures de l'opposition, des journalistes et des organisations de la société civile. Des milliers de personnes sont arrêtées, beaucoup disparaissent et certaines sont tuées lors des rafles. Edmundo González Urrutia est contraint de fuir vers l'Espagne pour éviter l'arrestation, tandis que María Corina Machado doit se cacher dans le pays, changeant constamment de lieu pour échapper au trac. Début 2025, Maduro organise sa prestation de serment pour un troisième mandat dans un contexte d'isolement international quasi total. Les grandes organisations internationales ne reconnaissent pas la légitimité du scrutin. Les gouvernements occidentaux, dont les États-Unis, sous le président Donald Trump, déclarent ne pas reconnaître le nouveau pouvoir et renforcent les sanctions. Le Venezuela semble alors entrer dans une phase d'obscurité inédite, toute perspective de transition pacifique étant totalement écrasée. Pourtant, l'histoire bifurque d'une manière inattendue. Début janvier 2026, une opération militaire américaine surprise ultra secrète portant le nom de code Quet Tam Tuet Doi, opération Absolute Resolve, est déclenchée. Lors d'un raid éclair sur la résidence présidentielle à Caracas, les forces spéciales américaines arrêtent Nicolás Maduro et son épouse. Tous deux sont rapidement transférés à New York pour répondre d'accusations pénales liées au trafic de drogue et au financement du terrorisme international. Ce choc mondial met un point final à l'ère Maduro. Mais au Venezuela, le pouvoir provisoire tombe entre les mains de la vice-présidente Delcy Rodriguez, qui tente de restructurer rapidement le gouvernement pour maintenir l'ordre et protéger ce qu'il reste du chavisme. Cependant, avec le chef arrêté et la chaîne de commandement brisée, la capacité de survie du système devient extrêmement fragile. À l'extérieur, María Corina Machado, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2025, devient le centre des projets de reconstruction, bien qu'elle soit toujours recherchée dans son pays. Son image s'impose comme symbole de la résilience démocratique vénézuélienne. Pendant ce temps, Edmundo González poursuit sa campagne diplomatique en Europe, cherchant à bâtir une coalition internationale soutenant une transition à Caracas. L'histoire du Venezuela n'est plus seulement une leçon de politique intérieure, c'est un acte d'accusation sévère sur l'effondrement d'une puissance fondée sur les ressources. La fin du chavisme, marquée par une action militaire décisive, illustre une règle inévitable. Tout pays, aussi riche soit-il, qui laisse la démocratie être détruite par la dictature et le populisme finit par s'autodétruire. Aujourd'hui, le Venezuela se trouve à un grand carrefour, même si les restes de l'ancien régime n'ont pas entièrement disparu. Une chance de reconstruction s'ouvre, mais la route sera difficile, infrastructures détruites, société fragmentée, confiance envers l'État presque inexistante. La restauration du pays exige non seulement des compétences technocratiques, mais aussi une capacité de réconciliation nationale et la reconstruction d'une confiance brisée.
L'héritage de la tragédie vénézuélienne doit être conservé comme un avertissement. Des prisons comme El Helicoide devraient être transformées en musées de la mémoire, rappelant que la liberté est une valeur sacrée, mais extrêmement fragile. Quand la confiance dans les institutions est échangée contre un morceau de pain, les conséquences sont des générations privées d'avenir. La fin du régime Maduro n'est pas un hasard, mais le résultat d'une campagne persistante planifiée menée par l'administration du président Donald Trump pour démanteler un système accusé d'être une organisation criminelle internationale, déguisée en État. L'année 2026 a ouvert un choc mondial et la bombe vénézuélienne pourrait n'être que le coup de feu inaugural d'un cycle d'instabilité géopolitique plus vaste, couvant sous la surface de régimes fragilisés à travers le monde. Mesdames et messieurs, notre vidéo s'arrête ici. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.